matin du deuxième forum Diaspora for Growth en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Plus de 1000 participants en provenance de 33 pays du monde y participent. Thème principal Diaspora for Growth, une opportunité d'investissement en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, le phénomène inquiétant d'enlèvement d'enfants dans le district d'Abidjan. Pour y mettre fin, Paul Kofi Kofi, ministre en charge de la Défense, annonce des mesures. Dans ce journal également, les résultats des études d'urbanisme des 32 chefs-lieux de région et de district de Côte d'Ivoire présentés lors d'une cérémonie ce matin, des études réalisées en vue d'un développement durable. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Diaspora for Growth 2015, le forum économique destiné aux investisseurs de la diaspora, s'est ouvert ce matin même en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La diaspora ivoirienne face aux défis de l'émergence, thème évocateur pour cette deuxième édition. Sidonie Davila. La diaspora constitue un potentiel inestimable en termes d'expertise diverses. C'est l'une des raisons qui motive de plus en plus les autorités ivoiriennes à se tourner vers cette nouvelle manne. La participation de la diaspora ivoirienne dans l'économie du pays se compte en milliards de francs CFA. Plus de 9,5 milliards d'intentions de projets ont été enregistrées à la dernière édition du forum Diaspora for Growth. Cette seconde édition s'appuie sur les évolutions récentes très nombreuses du pays en termes d'attrait des capitaux et d'accroissement de l'investissement privé. Il apparaît important de multiplier, à nos sens, les sources nécessaires pour capter les ressources tant financières et humaines dont le pays a besoin pour mettre en œuvre les actions inscrites au plan national de développement. Les statistiques de la Banque mondiale indiquent que les flux de transfert de la diaspora ivoirienne en direction de la Côte d'Ivoire sont passés de 161 milliards en 2012 à 186 milliards de francs CFA en 2013. Le ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur marque son intérêt pour ces échanges économiques. Je me réjouis de votre détermination à explorer avec nous toutes les possibilités et à saisir toutes les opportunités que vous offre la Côte d'Ivoire. Il y a lieu de se féliciter que les études menées pour la constitution d'un fonds d'investissement tel que souhaité par la diaspora soient terminées. Il reste maintenant à franchir le pas. Si nous voulons que la communauté ivoirienne établie à l'étranger puisse se mobiliser effectivement pour la création de petites et moyennes entreprises compétitives. La diaspora ivoirienne face aux défis de l'émergence est le thème de cette deuxième édition. Le Premier ministre veut retenir deux aspects importants. La mobilisation du capital humain de la diaspora et les mécanismes de facilitation de l'investissement des Ivoiriens de l'extérieur. Concernant la mobilisation du capital humain de la diaspora, le gouvernement est conscient que les politiques de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, demeurent une réelle préoccupation. C'est pourquoi la politique de diversification de notre économie, engagée par le gouvernement, et le développement du rôle du secteur privé contribueront à promouvoir la demande de personnel qualifié et améliorer la situation de l'emploi. S'agissant de la facilitation de l'investissement des Ivoiriens de l'extérieur, le gouvernement a défini une politique adéquate et des mécanismes appropriés de financement de vos projets d'investissement. Dans ce sens, un dialogue permanent a été établi avec le secteur financier afin de permettre l'accès des PME au financement. Diaspora for Growth ou Diaspora pour la croissance se veut le carrefour des investisseurs ivoiriens. Le gouvernement invite chacun à prendre sa place à la fois comme acteur et comme bénéficiaire de cet ambitieux programme. Diaspora for Growth 2015, l'événement s'est donc ouvert ce matin. Il réunit plus de 1000 participants, dont 30% représentent la diaspora ivoirienne. Selon le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, eh bien, nos reporters leur ont tout simplement tendu leur micro. Ce genre de forum, ce qui me paraît, positif, c'est que ça va nous permettre de nous regrouper. Ça va nous permettre de nous connaître. Parce que nous qui sommes à l'étranger, on ne se connaît pas. Ça va nous permettre de faire des propositions, parce qu'on en a plein de propositions. Ce que les autorités ivoiriennes doivent faire pour nous, c'est d'ouvrir des lignes de crédit pouvant nous permettre
de réaliser nos projets. C'est ça l'accompagnement. Si nous sommes là, ici en Côte d'Ivoire, c'est pour apporter un peu de ce que nous connaissons à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire dans le domaine de la sécurisation des taxis. D'abord, que nous avons pris par exemple, nous avons essayé de contacter des compagnies avec lesquelles on a décidé comment sécuriser les passagers et les propriétaires de taxis et même les chauffeurs de taxi. Donc c'est dans ce domaine-là que nous sommes là pour investir ici en Côte d'Ivoire. En ce qui me concerne, en plus de la connaissance du terrain administratif américain, j'apporte l'expertise en matière de prise en compte, disons, des personnes handicapées. J'ai une expérience de plus de 15 ans là-dedans et je continue d'apporter cette expertise à la Côte d'Ivoire et avec, disons, les échanges que nous allons avoir et surtout l'État qui s'implique de façon effective dans tout ce que nous soumettons comme préoccupation, je pense que ça serait un élément qu'on pourrait retenir en ce qui concerne la contribution de la diaspora. Je pense que les 2 tiers des membres sont prêts à revenir dans ce pays. Parce que, vous savez, l'aventure, c'est bien, mais le retour est difficile. C'est un gros piège. Nous partons tout contents après des années. Moi, j'ai plus de 20 ans là-bas. Après des années, vous vous rendez compte que vous voulez rentrer. Et en plus de ça, vous ne vous sentez pas trop intégré à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on est entre 2 chaises, on ne sait pas si on est en Europe, si on est en Afrique. Donc, moi, je pense que, contrairement, nous sommes partis à l'âge de 25 ans, il faut qu'on revienne pour ici partager ensemble les locaux et les beignets. Enlèvement d'enfants, le sujet continue malheureusement d'alimenter l'actualité en Côte d'Ivoire. Le phénomène perdure. Le gouvernement a donc décidé de prendre le taureau par les cornes. Des mesures sont annoncées. Alexis Oudraogo. Enlèvement d'enfants en Côte d'Ivoire, le phénomène suscite la psychose au sein des populations. Pour lutter efficacement contre ce fléau, le gouvernement a pris les mesures suivantes. La mise en place d'une cellule spéciale de coordination des enquêtes en vue de cerner le phénomène sous tous ses angles. La mise en place d'une unité spéciale composée de 1500 hommes. L'accroissement de la vigilance autour des écoles, des forêts et des plans d'eau. La sensibilisation des populations. La mobilisation des équipes de renseignement. La mise en place de numéros verts que je rappelle, le 116, c'est pour le ministère de la Solidarité, la famille, la femme et de l'enfant. Les 110, 111 et 170 pour la police nationale. Le 145 pour la gendarmerie nationale. La forêt du Banco est rendue inaccessible depuis le 29 janvier 2015 par la gendarmerie nationale. Près de 550 cybercafés non autorisés ont été fermés par la gendarmerie nationale sur l'ensemble du territoire. Selon le ministre Paul Kofi Kofi, les enquêtes se poursuivent pour mieux comprendre ce phénomène. Plusieurs thèses sont d'ailleurs avancées dont les principales sont la cybercriminalité, la filière des crimes rituels, les besoins d'organes humains, l'enrichissement rapide, les réseaux criminels, etc. Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, a quant à elle exhorté les populations à fédérer les énergies pour l'éradication totale de ce mal. Et toujours au chapitre sécurité, l'installation à l'intérieur du pays du CCDO, le centre de coordination des décisions opérationnelles, une action du gouvernement qui a pour objectif, vous vous en doutez certainement, de garantir la sécurité des populations et de leurs biens. La cérémonie d'installation avec Kader Sogodogo. Population de Yamoussoukro, je voudrais vous présenter le cadeau de bonne année du président, votre président, le président Alassane Ouattara. Il m'envoie avec une délégation vous remettre un outil qui va consolider, qui va renforcer la sécurité à Yamoussoukro. L'année 2015, c'est une année où le président Ouattara et son gouvernement vont parler très peu. Les actes
seront concrets. C'est en ces termes que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, s'est adressé aux populations de Yamoussoukro. Dans cette partie du pays, l'insécurité avait connu ces dernières années un pic et le Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, arrive pour appuyer les forces déjà existantes dans la région. Pour mener à bien sa mission à Yamoussoukro, le CCDO bénéficie d'une quinzaine de véhicules dont les clés ont été remises officiellement par le secrétaire général du Conseil national de sécurité, Alain Donwayi, au ministre d'État Ahmed Bakayoko, et d'un local composé de 2 bâtiments équipés de matériel de transmission de dernière génération. Pour les populations de Yamoussoukro, l'arrivée du CCDO dans leur cité est salutaire. Il s'agit maintenant que les populations soient tout à fait solidaires avec cette force d'intervention afin que notre sécurité soit réellement garantie. Je suis fier à cause des coupeurs de route, parce que dans nos villages, nous fatiguent tellement qu'on ne peut pas aller au champ, on ne peut rien faire. Je suis fier si ceux-là sont là. Le ministre est venu, c'est qu'il a dit vraiment on est content, beaucoup content, on a en paix. Créé le 11 mars 2013, le CCDO a 6 grandes missions, notamment la sécurisation des sites stratégiques et la lutte contre le grand banditisme. Un impressionnant défilé qui traduit l'engagement de l'ensemble des forces présentes à Yamoussoukro à garantir la sécurité des populations et de leurs biens a mis fin à la cérémonie d'installation du CCDO. Prochaine étape, San Pedro, où une délégation du CCDO sera installée ces jours-ci. Voilà le CCDO, donc désormais opérationnel à Yamoussoukro. Aujourd'hui, 2 février, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale des zones humides, le lieu pour les spécialistes des questions environnementales de faire un plaidoyer pour une gestion durable des zones humides. Les détails avec Grace Kondo. Les zones humides sont des étendues d'eau permanente ou temporaire où l'eau est stagnante ou courante, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas 6 mètres. Chaque année, le 2 février est consacré à la sensibilisation du grand public sur les zones humides. Occasion aussi de commémorer l'anniversaire de la signature de convention de Ramsar en Iran, comprenant 157 pays. La convention Ramsar, qui s'occupe de la préservation des zones humides, a été signée le 2 février 1971 à Ramsar, en Iran. Chaque année, les pays signataires se retrouvent autour d'un thème pour célébrer et magnifier davantage cette convention qui concourt à préserver les zones humides, qui sont des niches, non seulement écologiques, d'importance économique, culturelle, scientifique et surtout récréative pour nos populations. Les zones humides sont d'une importance capitale pour les populations et pour une gestion durable de ces zones, l'implication des pouvoirs publics est souhaitée. Les zones humides sont des zones qui sont délaissées. À ces zones-là, on n'accorde pas l'importance qu'elles méritent. Pourtant, ces zones jouent un rôle très important. Par la captation de l'eau, elles permettent d'enrichir la nappe phréatique. Ce sont ces zones-là qui permettent de nourrir la nappe phréatique et qui fournissent de l'eau à la population. Dans ces zones, nous avons un certain nombre d'espèces animales et végétales qui sont spécifiques à ces zones. Parmi les espèces animales, on peut citer par exemple les poils, les crabes, les crevettes et un certain nombre d'huîtres et de crustacés. Je demande au pouvoir public de faire en sorte qu'avant la mise en place de tout projet qui va dessécher, qui va assécher ces zones humides, que des études d'impact soient réalisées pour la vulgarisation de ces projets-là. Il faut que nous mettons tout en place pour protéger ces zones qui sont, pour des raisons que nous ignorons, qui sont délaissées dans nos pays. En Côte d'Ivoire, le parc national d'Azani de Grand Laou était la seule zone humide. Depuis 2005, 5 nouveaux sites ont été inscrits à la convention de Ramsar en Iran. Ces sites sont situés à Sassandra, Fresco, Grand Bassam et 2 sites à Assini. Les résultats des études d'urbanisme des 32 chefs-lieux de région et de district de Côte d'Ivoire ont été présentés ce matin. Des études réalisées en vue d'un développement durable. Cérémonie de présentation en présence du ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Reportage Herman Yamia.
L'intérêt que représente le développement pour la population justifie cette présence massive à cette présentation des résultats des études d'urbanisme des 32 chefs-lieux de régions et de districts de Côte d'Ivoire. Mais conseillers régionaux, députés, corps préfectoral, chefs traditionnels et religieux, partenaires au développement et membres du gouvernement étaient tous présents. Il s'agit, à travers cette étude, de renouer avec la planification urbaine stoppée depuis maintenant plusieurs années à cause des différentes crises qu'a connues le pays. Beaucoup ne savent pas qu'en réalité, le gouvernement est en train de réaliser ces études très importantes pour un pays qui veut devenir émergent à l'horizon 2020. Les études de chef-lieu de région vont être livrées au plus tard au mois de juin. Et c'est à travers les 5 années à venir que tout ça va être appliqué. Cette présentation des résultats des études d'urbanisme des chefs-lieux des régions et des districts a été suivie d'une exposition des schémas directeurs d'urbanisme du Grand Abidjan et des différents chefs-lieux des régions. Celui qui a exposé sur Yamoussoukro a touché du doigt certains problèmes qu'il fallait résoudre d'abord avant de penser vraiment au transfert. Donc le vœu que j'émets, c'est que ces problèmes-là soient résolus. Il a parlé de lotissement multiple, il a parlé de problèmes de dévolution de la responsabilité du transfert. J'ai regardé un peu le plan projeté par rapport au plan qui existait pour la ville de Bongouanou. Bon, j'ai vu que c'est un travail colossal qui a été fait et ça permet effectivement de voir comment on va évoluer et où la ville peut évoluer. Je suis même en train de regarder le nouveau schéma de San Pedro, l'ancien San Pedro et ce que sera le nouveau San Pedro à l'horizon 2030, ça nous inspire beaucoup de joie. Pendant 3 jours que vont durer les réflexions, les populations pourront se rapprocher des différents cabinets d'études pour s'informer sur ce qui est prévu dans leur localité et leur faire également des propositions. Abidjan, ville propre. L'opération lancée il y a plus d'une semaine par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan se poursuit, financée à hauteur de 2 milliards de francs CFA par le président de la République. Cette opération vise à donner à Abidjan un visage plus reluisant. 5 semaines donc pour arriver à bout de l'insalubrité dans le district. Quelle avancée sur le terrain? Élément de réponse dans ce dossier proposé par Hugues Hervé-Blé. Yopougon, la gestion des déchets solides et ménagers ici est loin d'être satisfaisante, comme dans l'ensemble des autres communes du district d'Abidjan. Conséquence, Abidjan connaît une insalubrité préjudiciable à son image touristique, à son économie et à la santé de sa population. Actuellement, les rues d'Abidjan, je peux dire qu'elles sont sales à cause des sachets plastiques qui sont laissés partout. Le fait que le gouvernement veuille faire disparaître ces sachets plastiques, rendre propres les rues, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose de nettoyer des rues qui sont sales comme ça. Comme ça, il y a beaucoup de maladies qui viennent. Après ça, à la santé derrière. Pour un environnement sain et équilibré dans le district d'Abidjan, le gouvernement a en effet décidé de lancer le 17 janvier dernier l'opération Abidjan Ville Propre. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé de mettre immédiatement à la disposition du ministère de l'Environnement une somme de 2,2 milliards de francs CFA à l'effet de ramener en quelques semaines la salubrité du district autonome d'Abidjan à un niveau acceptable et satisfaisant. Cette opération spéciale a pour objectif de procéder sur tout le territoire du district autonome d'Abidjan au balayage des voies et des places publiques, au curage des caniveaux, à l'enlèvement et au transport des ordures ménagères et à leur mise en décharge. L'opération Abidjan Ville Propre permettra également de procéder au déguerpissement des habitations anarchiques et insalubres, au rachat des sachets plastiques pour leur recyclage. Comme le constatons tous, sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, le gouvernement est au travail dans tous les secteurs d'activité et cette tendance doit être maintenue et même accentuée pour soutenir une croissance économique forte, durable et inclusive, pour une prospérité partagée et pour le bonheur de toutes les populations ivoiriennes. C'est dans la commune de Yopougon et par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qu'a été officiellement lancée l'opération spéciale de salubrité. C'était en présence des premiers responsables des 13 communes du district d'Abidjan. Cette cérémonie marquera certainement le début d'actions vigoureuses et conjuguées
en vue du rétablissement durable de la salubrité d'Abidjan qui doivent servir de modèle à l'ensemble des villes de Côte d'Ivoire. L'opération spéciale de salubrité vise à terme une meilleure gestion des déchets solides et ménagers produits dans le district d'Abidjan. Par an, ils sont évalués à près d'1 300 000 tonnes. Cette convention que nous venons de signer va permettre, dans le cadre de cette opération, de renforcer nos activités sur le terrain. Sur cette période, il n'y aura pas de problème de financement, puisque nous avons donné l'assurance que les paiements allaient être faits dans un délai hebdomadaire. Commune de Cocody, le ramassage des ordures est effectif. Après son lancement, l'opération Abidjan Ville Propre est donc dans sa phase opérationnelle, comme on peut le constater aussi à Adjamé. Sur le boulevard Nangui-Abrogua, notoirement connu pour son insalubrité, il est désormais aisé de circuler sans avoir besoin de se boucher le nez. Vraiment que les ordures sont plus laissées à la traîne. À chaque fois, on vient ramasser et tout ça, nous on apprécie vraiment. C'est ce qui fait que les mauvaises odeurs ont diminué franchement. Hein. Voilà, on apprécie vraiment ça. Et on espère que ça va continuer. Hein. Les effets de l'opération Abidjan Ville Propre sont également perceptibles dans bien d'autres communes comme ici à Yopougon. Ok, nous-mêmes aussi, on aide aussi à les femmes qui balaient là. Donc où on s'assoit pour vendre là, il faut qu'on rende le coin aussi propre. Quand c'est propre aussi, c'est bon. Mais quand c'est sale, c'est pas bon. Pour une opération aux effets durables, les populations sont invitées à plus d'engagement dans la préservation de l'environnement. On demande donc aux populations de sortir les ordures ménagères dans l'après-midi. Le ramassage commence au milieu de l'après-midi et se poursuit donc jusqu'au petit matin. On leur demande de garder, de jeter les ordures ménagères dans des poubelles, dans des endroits appropriés, de ne pas s'en débarrasser comme ça dans la rue, dans des lieux publics. Donc c'est éviter également de jeter les eaux usées n'importe où. Financé à hauteur de 2,2 milliards de francs CFA par le président de la République Alassane Ouattara, l'opération Abidjan Ville Propre va durer 5 semaines. Cette opération, c'est une espèce de starter pour lancer le mécanisme, mais derrière, tout a été pensé pour pérenniser le financement et surtout pérenniser l'action positive et le niveau de salubrité qu'un pays qui se veut émergent comme le nôtre en 2020 doit avoir dès à présent. Les besoins de financement du secteur de la salubrité, rappelons-le, se chiffrent à 35 milliards de francs CFA, dont 15 milliards financés par le budget de l'État. Pour la ville d'Abidjan, le besoin de financement est de 22 milliards de francs CFA. Là, c'est un dossier proposé par Hugues Hervé-Blé. La signature d'un protocole d'accord entre la Côte d'Ivoire et le groupe américain de l'informatique Microsoft au nombre des retombées de la récente mission du ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Nabané-Koné. Il était récemment aux États-Unis. Les échos de cette mission avec Ali Diarasouba et Alexis Oudraogo. Ce protocole d'accord signé entre Microsoft, le géant américain de l'informatique et l'État ivoirien, porte sur 3 domaines précis: l'éducation, l'emploi jeune et la gouvernance électronique dans l'administration ivoirienne. Le premier, la gouvernance électronique, pour que toute l'administration électronique travaille avec encore une plus grande efficacité et transparence rapidement au service des citoyens. La seconde, qui concerne l'éducation, 73% je crois de la population qui est très jeune, qui va pouvoir, avec notre partenariat, utiliser des solutions de cloud dans le domaine de l'éducation à distance pour pouvoir profiter, où qu'il soit dans le pays, de formation de niveau supérieur. Et le troisième volet qui concerne l'employabilité, la qualité, l'innovation, en aidant de jeunes ingénieurs, entrepreneurs ivoiriens à créer leur propre peut-être start-up. Nous repartons très satisfaits. Il s'agit de faire en sorte que notre pays, la Côte d'Ivoire, profite de ces avancées très importantes que notre monde a connues avec les TIC et que notre monde a connues avec Microsoft. La délégation ivoirienne a également visité le centre de lutte contre la cybercriminalité de Microsoft, l'Envisioning Center, qui héberge les innovations futures, et enfin le Data Center, ou le cœur de l'intelligence technologique du géant. Toutes ces visites étaient à la faveur de Microsoft Executive Briefing,
Dédiée à la Côte d'Ivoire, une initiative annuelle de Microsoft en vue de présenter ses produits, offres et solutions informatiques à ses partenaires et clients potentiels. Retour en Côte d'Ivoire, rencontre bilan 2014 et perspective 2015 entre le ministre du Plan et du Développement et ses collaborateurs. À l'occasion, le ministre d'État, Maboutou Akes, a présenté les grands défis de la Côte d'Ivoire en matière de développement. Michel Digré. Je constate avec satisfaction que les principaux objectifs que je vous ai assignés ont été atteints. Le ministre Albert Maboutou Akes peut être fier de ses collaborateurs au regard du travail abattu en 2014. Ils ont entre autres porté à bout de bras le 4e recensement général de la population et de l'habitat. Ils se sont distingués dans la production de statistiques qui permettent au pays de disposer de données actualisées nécessaires à la bonne conduite de l'action gouvernementale. Les différentes structures ont exécuté avec efficacité leurs activités destinées à améliorer les conditions de vie des populations et à consolider la cohésion sociale. Tous ces résultats et bien d'autres ont été rendus possibles grâce à votre clairvoyance, vos qualités managériales. Mais pour l'année 2015, des défis majeurs restent à relever. 2015 doit donc être consacré à la finalisation des grands chantiers inscrits dans le PND 2012-2015. À cet effet, je vous engage à achever toutes les activités en cours, notamment l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 pour fin février 2015. La mise en place d'un mécanisme de veille stratégique immédiatement après l'achèvement de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Albert Maboutou Akes a rendu hommage aux différents partenaires au développement dont les contributions ont permis au ministère du Plan d'atteindre ses objectifs. Le Conseil régional du Poro également, à l'heure du bilan, plusieurs infrastructures socio-économiques réalisées pour le mieux-être des populations de la région, des investissements évalués à environ 1 milliard de francs CFA, nous dit Thérèse Tapeyoubou. 946 millions de francs CFA. C'est le coût de la réalisation de plusieurs infrastructures du Conseil régional du Poro. Un conseil régional qui a décidé de combattre la précarité et d'améliorer les conditions de vie des populations. Au nombre de ces infrastructures, 15 salles de classe construites, 30 salles de classe réhabilitées, 815 tables bancs offerts aux établissements, des centres de santé construits et équipés. Au chapitre des infrastructures routières, 4 ponts ont été construits et 3 autres sont en cours de réalisation. Ajoutez à cela l'électrification ainsi que des forages réalisés dans plusieurs villages de la région. La gendarmerie a aussi reçu des motos et des bons de carburant. Le Conseil régional du Poro est au travail. Pendant la campagne, nous sommes venus, nous vous avons dit, votez pour nous, votez pour Alassane Ouattara, il a des solutions pour vous. Mais ce sont ces solutions-là que nous sommes en train de mettre en place. Par ailleurs, Diemouko Yade Koulibaly a invité les militants du RDR à la mobilisation pour la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. Je vous fais lecture de ces communiqués avant de continuer. Communiqué signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à Sa Majesté Akihito, empereur du Japon. C'est avec une immense tristesse que j'ai appris la nouvelle de la mort tragique de Kenti Goto, journaliste de nationalité japonaise, exécuté par des extrémistes islamistes. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement et le peuple ivoiriens se joignent à moi pour condamner cet acte ignoble et adresser à votre majesté et au peuple ami et japonais nos sincères condoléances. Je voudrais également exprimer ma profonde compassion et ma solidarité à la famille endeuillée, en vous renouvelant ma sincère
sympathie. Et je vous prie de croire, Majesté, en l'expression de ma très haute considération. Et cet autre communiqué est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à Madame Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne. Madame la chancelière, c'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de Richard Karl, ancien président de la République fédérale d'Allemagne. En ces instants de grande douleur pour le peuple allemand, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour saluer la mémoire de ce grand homme. Une page religion dans ce journal avec la consécration de 8 nouveaux pasteurs à l'église adventiste du 7e jour de Côte d'Ivoire, section Yopougon. Le compte-rendu d'Éric Goré. Ils sont au nombre de 8, dotés de talent et d'aptitudes. Ils viennent d'être consacrés pasteurs après une rigoureuse formation au grand séminaire, suivi de la pratique en tant que pasteur autorisé. Des étapes qui ont duré au moins 5 années. Aujourd'hui, ils sont aguerris et prêts à servir le Seigneur. Ils font désormais partie des dignes représentants de Jésus-Christ dans l'église adventiste du 7e jour. Les dévanciers n'ont pas manqué de leur donner des conseils pour qu'ils accomplissent la mission selon les principes divins. Il est question de se mettre au service de la population, être une bénédiction pour la communauté, être une bénédiction pour la nation ivoirienne, afin que la bénédiction que Dieu a promise se vive. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la philosophie. Dieu a dit qu'il va bénir la terre. Un message qui a tout son sens chez ces nouveaux appelés. Ils entendent accomplir l'œuvre de Dieu selon les règlements établis. Nous allons aller à la conquête du monde. Vous savez, aujourd'hui, la morale et les valeurs sont en train de foutre le camp à une vitesse vraiment vertigineuse. C'est le rôle de pasteur d'amener les hommes à prendre conscience qu'il y a un Dieu là-haut, qui jugera les actions de chaque personne, quel que soit son rang social. Ces nouveaux pasteurs de l'église adventiste du 7e jour sont donc autorisés par l'église à remplir les fonctions régaliennes de pasteurs. Voilà un reportage signé par Gassoro Kone. C'est sur ces images que je vous dis au revoir. Passez une excellente soirée.